Et au milieu de cette tempête de missiles au Moyen-Orient, il y a une déclaration qui tombe comme un coup de tonnerre. Elle vient du patron du géant russe Rosatom. C'est un géant nucléaire. Il s'appelle Alexei Likachev et il explique que les Russes ont perdu tout contact avec la direction du secteur nucléaire iranien. Ils ne répondent plus au téléphone ni par email et les chercheurs russes ne savent pas où ils sont, ni dans quel état qu'ils sont. Et en plus de ça, une partie du stock de l'uranium a disparu. Hier encore, j'expliquais dans la vidéo que la mort de Khamenei a peut-être accéléré la volonté de l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Comprenons que c'était le seul moyen d'être laissé tranquille dans ce monde. Il n'est donc pas impossible que ce soit ce qui est en cours. Est-ce que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire? Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. La centrale nucléaire de Bushehr, située dans le golfe Persique, est un site de collaboration entre les Russes et les Iraniens depuis plus de 30 ans. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Moscou a progressivement pris la place des Occidentaux dans le développement du nucléaire civil iranien. C'est comme ça donc que la première unité de Bushehr a été mise en service en 2011 et 2013, devenant aujourd'hui la seule centrale nucléaire opérationnelle de l'Iran. Ce qui veut dire que ce site représente la vitrine du programme nucléaire civil du pays. Mais il représente aussi quelque chose de plus important, le point d'ancrage technique qui permet à l'Iran de maintenir une industrie nucléaire fonctionnelle. Et cette coopération s'est récemment renforcée. En septembre 2025, un accord gigantesque est signé entre Moscou et Téhéran, un contrat de 25 milliards de dollars avec Rosatom pour la construction de 4 nouveaux réacteurs nucléaires, en plus des unités 2 et 3 déjà en construction à Bushehr. Pour la Russie, c'est un projet industriel colossal. Pour l'Iran, c'est une garantie de puissance de son programme nucléaire civil, malgré les sanctions occidentales. En réalité, la Russie est devenue le seul partenaire capable de maintenir ce programme à flot. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire massive contre l'Iran. Des centaines de frappes sont balancées contre différentes cibles, installations militaires, centres de commandement, batteries de défense aérienne, infrastructures de missiles. Mais selon les autorités iraniennes, certaines frappes auraient également visé des installations liées au programme nucléaire. À partir de là, la tension atteint un niveau inédit. Dès le 28 février, Rosatom déclenche donc une procédure d'urgence. Une première évacuation de 94 personnes est organisée depuis l'Iran. Il s'agit principalement des enfants des employés, de personnel non essentiel et de volontaires souhaitant quitter la zone de guerre tout simplement. Mais tous ne partent pas, bien au contraire. Les techniciens russes restent essentiels à Bushehr. Ils n'ont pas réellement le choix parce que la centrale doit continuer à fonctionner et être surveillée en permanence parce que dans une installation nucléaire, l'absence de personnel qualifié peut provoquer un accident même sans bombardement. Pendant ce temps, la communauté internationale tente d'évaluer la situation. C'est comme ça que le 2 mars 2026, l'Agence internationale de l'énergie atomique entre officiellement dans la crise. Son directeur général, Raphaël Grossi, intervient devant le Conseil des gouverneurs. Il tente de rassurer le monde entier en affirmant que jusqu'à présent, il n'y avait aucune installation nucléaire majeure qui a été touchée. Il cite notamment les sites les plus sensibles, Bushehr, Natanz et Fordo. Selon les informations disponibles à ce moment-là, aucune élévation de radiation n'avait été détectée. Mais cette déclaration contient aussi un détail extrêmement important. L'Agence internationale de l'énergie atomique explique qu'elle n'a plus accès aux installations iraniennes. Si l'agence internationale ne peut plus accéder au site, elle ne peut plus vérifier l'état réel des installations ni surveiller les matières nucléaires présentes sur place. Donc, le système international de surveillance nucléaire commence à perdre le contrôle de la situation. Puis arrive le 3 mars. La crise franchit un nouveau seuil. Alexei Likachev, le directeur de Rosatom, multiplie les déclarations publiques à plusieurs agences de presse internationales, TASS, Reuters, Interfax. Et chacune de ces interventions ajoute une couche d'inquiétude. Parce qu'il annonce d'abord que les travaux de construction de l'unité 2 et 3 de Bushehr sont totalement suspendus à cause de la situation militaire. C'est normal. Les gars ne vont pas travailler quand vous êtes en train de vous bombarder de partout. Puis, il révèle que des explosions sont audibles à seulement quelques kilomètres de la centrale. Donc, la guerre se rapproche dangereusement d'une installation nucléaire civile. Ensuite, il fait comprendre que Rosatom a perdu tout contact avec la direction du secteur nucléaire iranien. Donc, les chercheurs iraniens ne sont plus joignables. Tous les chercheurs qui travaillent avec eux, plus personne n'y répond. Plus de téléphone, plus d'email, plus aucune communication. Les responsables du programme nucléaire iranien sont devenus injoignables
totalement. Avant de continuer, je vous rappelle qu'Holacraft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. À ce moment-là, il y a plusieurs scénarios qui ont commencé à circuler. Soit les infrastructures de communication ont été détruites par les bombardements, soit les responsables ont été déplacés pour des raisons de sécurité. Mais il existe aussi une hypothèse qui a commencé à monter dans les cœurs. C'est que certains responsables du programme nucléaire auraient été relocalisés dans des installations secrètes, possiblement dans des bunkers souterrains, pour poursuivre des activités sensibles hors de portée des frappes. Des activités qui vont leur permettre de mettre fin définitivement à cette guerre et à toutes les prochaines. Pendant ce temps, la situation sur le terrain reste extrêmement fragile. Parce que selon Rosatom, environ 639 citoyens russes se trouvent toujours sur le site de Boucher. Des évacuations supplémentaires de 150 à 200 personnes sont envisagées, mais seulement lorsque la situation militaire va permettre une pause des frappes. C'est là qu'ils vont embarquer et partir. Likatiev prononce l'avertissement le plus inquiétant de la crise. Il explique qu'une frappe directe sur Boucher va provoquer une catastrophe régionale. Mais le véritable sujet de panique se trouve ailleurs. Raphaël Grossier a exprimé son inquiétude concernant environ 400 kg d'uranium enrichi à 60% dont l'agence a perdu la trace suite aux frappes sur des sites comme Natanz. L'Iran refuse actuellement l'accès aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour vérifier ses stocks, ce qui alimente une crainte. La crainte d'un détournement de ces stocks-là vers un programme militaire. L'uranium utilisé dans les centrales nucléaires civiles est généralement enrichi entre 3 à 5%. C'est ce niveau qui permet de produire l'électricité. La centrale de Boucher, par exemple, fonctionne avec un combustible fourni par la Russie, enrichi à 4%. Mais l'uranium enrichi à 60%, lui, n'a pratiquement aucune utilité civile. C'est un niveau d'enrichissement qui se rapproche déjà très fortement du seuil militaire. Une fois que l'on atteint les 90% d'enrichissement, on obtient l'uranium dit de qualité militaire capable d'être utilisé dans une arme nucléaire. Et la différence entre 60 et 90 est beaucoup plus petite qu'elle n'en a l'air. Là, vous vous dites, ouais, il faut quand même rajouter un 30%. Non. En réalité, l'essentiel du travail d'enrichissement est déjà accompli lorsqu'on atteint 60%. Passer de 60% à 90% peut prendre quelques semaines seulement avec des centrifugeuses modernes. Je dis à peine quelques semaines. 42 kg d'uranium enrichi à 60% peuvent suffire, après enrichissement final, à produire une bombe nucléaire. Or, l'Iran dispose d'environ 440 kg avant les frappes récentes. Si on fait un calcul rapide, ça représente la matière nécessaire pour environ 10 armes nucléaires. Certains analystes évoquent littéralement la course vers la bombe. C'est donc dans ce contexte que la disparition soudaine des responsables du programme nucléaire iranien devient particulièrement troublante. Rosatom affirme ne plus avoir de contact avec eux, même pas un mémo pour dire on est caché, rien du tout. Les inspecteurs internationaux n'ont plus accès au site. Les frappes militaires ont créé un environnement chaotique dans lequel certaines installations pourraient être déplacées, dissimulées ou protégées par des complexes souterrains. Pour certains observateurs, cela pourrait simplement être des mesures de sécurité. En pleine guerre, il est logique que les scientifiques et les responsables stratégiques soient déplacés dans des bunkers ou alors dans des centres de commandement protégés. Mais pour d'autres analystes, cela ressemble davantage à un scénario dans lequel le programme nucléaire entre dans une phase clandestine. Et il existe aussi un facteur psychologique et politique. Pendant des années, l'Iran a officiellement nié vouloir développer l'arme nucléaire. Il y avait littéralement une fatwa dessus. L'ayatollah Ali Khamenei, celui qui est décédé, avait explicitement interdit le développement d'armes de destruction massive. Téhéran affirmait que son programme était uniquement civil. D'ailleurs, il l'affirme toujours. Les services de sécurité des États-Unis ont annoncé à plusieurs reprises au cours des derniers mois que l'Iran ne se lançait pas dans la fabrication d'armes nucléaires. À 2 reprises, ils ont avoué qu'il n'y avait aucun signe indiquant que l'Iran s'orientait vers la fabrication d'une arme nucléaire. Et c'est vrai. Eh bien, nous ne cherchons pas à obtenir l'arme nucléaire. Non pas parce que nous en avons peur, mais parce que nous pensons qu'elle sert à tuer en masse. Ce à quoi nous nous opposons, car cela est contraire à notre religion. Nous sommes contre les armes nucléaires, chimiques et toute autre arme de destruction
destruction massive. Mais la pression militaire actuelle, pendant des négociations, après qu'ils aient répété à plusieurs reprises qu'ils ne veulent pas le nucléaire et qui a causé la mort de hauts responsables, dont le guide suprême. Les nouveaux responsables iraniens pourraient estimer que la situation a franchi un point de non-retour. Et dans cette logique, l'argument pourrait devenir très simple. Si nous sommes déjà attaqués, nous n'avons plus rien à perdre. Et c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est exactement ce type de raisonnement qui, dans l'histoire, a parfois poussé certains États à accélérer leur programme militaire. Par exemple, la Corée du Nord. Les événements de ces derniers jours pourraient marquer le début d'une transformation historique du Moyen-Orient. Un Moyen-Orient où l'Iran deviendra une puissance nucléaire. Le 4 mars, tôt le matin, c'est le silence. Depuis les déclarations explosives du 3 mars, aucune nouvelle annonce majeure n'a été faite par les principaux acteurs de la crise. Je dis bien tôt le matin, au moment où je tourne cette vidéo. Pourtant, la situation reste figée dans ce qui ressemble au pire scénario possible pour les États-Unis. Il suffit de regarder le visage de Trump. Toute son arrogance semble s'être évaporée. Il n'a plus cette posture triomphante, plus cette allure affichée. Il donne plutôt l'image d'un homme tendu, inquiet, presque rattrapé par ce qu'il a lui-même déclenché. Il pensait que l'Iran aurait capitulé depuis longtemps et qu'il pourrait s'en vanter partout. Mais les Iraniens ont opposé une résistance que beaucoup n'avaient pas anticipée. Il a vu trop grand et au fond, il le sait. Regardons le visage inquiet en question. Le stress de quand tu stresses, mais tu dois montrer que tu ne stresses pas. Ce truc, ça fait un coup, ça fait un choc. La centrale iranienne fonctionne toujours. L'unité 1 de Bushehr, la seule actuellement opérationnelle, continue de produire de l'électricité et ne présente aucun dommage confirmé. L'Agence internationale de l'énergie atomique, lors de sa dernière communication officielle, n'a signalé aucune élévation de radiation et aucun signe d'incident nucléaire. Donc techniquement, le réacteur reste sous contrôle. Par contre, une frappe directe sur la centrale de Bushehr va provoquer une catastrophe à l'échelle régionale. C'est pour ça que le fait d'entendre des explosions à quelques kilomètres seulement de la centrale inquiète tout le monde. La centrale contient 70 tonnes de combustible nucléaire frais et environ 210 tonnes de combustible usé. Ce sont des quantités considérables de matière radioactive. Si une explosion ou un incendie majeur touche ces installations, un nuage radioactif pourrait se former et se déplacer au-dessus des pays du Golfe Persique, une région extrêmement dense et stratégique. Les conséquences d'un tel incident seraient comparables aux pires catastrophes nucléaires de l'histoire moderne. Certains évoquent immédiatement Tchernobyl, la catastrophe de 1986 qui a contaminé une grande partie de l'Europe. D'autres pensent plutôt à Fukushima, l'incident nucléaire de 2011 au Japon. Mais la situation de Bushehr possède un facteur qui aggrave encore la situation. C'est sa localisation, tout simplement sa localisation. La centrale se trouve sur la côte du Golfe Persique, donc à proximité de certaines des grandes zones énergétiques, les zones les plus stratégiques du monde. Une contamination radioactive dans la région pourrait affecter les routes maritimes du pétrole, les ponts, les installations énergétiques et plusieurs grandes villes situées à quelques centaines de kilomètres à peine. À ce stade de la crise, le monde entier se retrouve suspendu à une série de réactions et de scénarios possibles. Certains de ces scénarios restent encore dans l'hypothétique, le possible. D'autres, en revanche, sont jugés suffisamment plausibles pour inquiéter les gouvernements, les experts nucléaires et les organisations internationales. La Russie, en revanche, se trouve dans une posture beaucoup plus délicate. Moscou entretient depuis longtemps une coopération nucléaire avec l'Iran. Mais la Russie reste également un acteur majeur du régime international de non-prolifération nucléaire. Si l'Iran franchit officiellement ce seuil, donc le seuil de l'arme nucléaire, Moscou se retrouverait dans une posture diplomatique assez complexe. D'un côté, la Russie va chercher probablement à éviter une escalade militaire dans la région, une escalade incontrôlable qui pourrait aboutir à des conséquences dévastatrices. De l'autre côté, elle a déjà accusé les États-Unis et leurs alliés d'avoir poussé l'Iran dans cette direction-là, donc dans la fabrication de l'arme nucléaire, par leurs frappes, leurs pressions militaires et économiques. La Russie avait prévenu depuis que le fait de continuer sur cette allure va faire en sorte que l'Iran veuille l'arme nucléaire à un moment donné ou à un autre. Dans tous les cas, une chose est certaine, l'apparition d'une arme nucléaire iranienne va bouleverser profondément l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Déjà, plusieurs pays de la région vont demander ou vont fortement envisager leur propre programme nucléaire. L'Arabie Saoudite, par exemple, a déjà laissé entendre par le passé que si l'Iran obtenait la bombe, Riyad pourrait chercher à acquérir une capacité nucléaire équivalente. On entrera alors dans une dynamique de prolifération nucléaire régionale, un scénario que la communauté internationale tente d'éviter depuis des décennies. Voilà. À force de pousser l'Iran à bout, l'Iran est probablement sur le chemin d'obtenir ce que l'Occident ne voulait absolument pas qu'il obtienne.
C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une prochaine.